Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Le pliage, c'est tout le succès de la marque. Ça porte aussi des valeurs hyper positives comme le côté universel, l'inclusion. En fait, on vend des pliages à des clients qui vont de 7 à 77 ans. Aujourd'hui, c'est clair que on a beaucoup professionnalisé les équipes en interne, que on orchestre beaucoup aussi nous-mêmes en interne les campagnes, et j'expliquerai pourquoi. Maintenant, les agences restent des partenaires absolument stratégiques. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Marie-Laure Dubuisson, chef marketing officer chez Longchamp, profil international depuis le début de sa carrière, j'ai rencontré Marie-Laure une première fois chez Make Up For Ever, puis très peu de temps chez Longchamp. Un parcours 100% luxe, marketing et communication internationale. Citoyenne du monde, New York, Londres et Paris, Marie-Laure a vécu la première évolution digitale avec l'arrivée d'Internet dans les plans marketing. Elle nous expliquera sa vision du luxe dans ce monde post-Covid où la digitalisation ne cesse de s'accélérer, et aussi comment la maison s'organise sur le marketing d'influence. On évoquera aussi Émilie in Paris et son filet Longchamp. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Cyril. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Super. Merci beaucoup pour ton accueil. Écoute, je suis ravi de t'accueillir parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, comme ça on va le dire. C'est vrai. Ça sera dit une fois pour toutes. Et effectivement, c'est les premiers épisodes que j'aimerais travailler avec des gens que je connais bien. Donc merci d'être venu et d'avoir accepté. Peux-tu nous raconter ton parcours en quelques mots, Marie-Laure ? Alors, mon parcours, quelque chose qui a toujours été très important pour moi, ça a été le côté international. Et j'ai vécu ça dès mon plus jeune âge, si je puis dire, puisqu'en fait, à 16 ans, mes parents m'ont envoyée dans une high school américaine. Donc, j'ai complètement plongé dans un univers inconnu, qui était celui d'une banlieue américaine à côté de Cleveland. Et là, j'ai vraiment dû revoir tout mon logiciel. Et je pense que ça m'a donné à vie une grande capacité d'adaptation. C'est un petit peu mon motto. Enfin, il faut savoir s'adapter pour survivre. Enfin, il y a plein d'autres gens qui ont dit ça avant moi, notamment Stephen Hawking, que j'admire beaucoup, qui disait l'intelligence et la capacité de s'adapter au changement. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Et c'est probablement cette capacité d'adaptation qui m'a permis de travailler dans différentes entreprises tout au long de ma carrière, et aussi de passer d'un univers à l'autre, de travailler dans des secteurs très différents comme l'automobile, les cosmétiques, la mode, les accessoires. Et je pense que il y a une vraie curiosité de ma part à découvrir toujours de nouveaux univers. Super. Effectivement, tu as travaillé chez Dior, Make Up For Ever, Jimmy Choo et aujourd'hui Longchamp, donc des marques plutôt luxe, on va dire. Est-ce que c'est un souhait ? Est-ce que c'est un hasard ? Ou qu'est-ce qui t'a attiré dans ce secteur au tout début ? Alors, il y a un petit peu des deux. Enfin, très clairement, évidemment, les marques de luxe, je ne vais pas dire le contraire, exercent un pouvoir de fascination. À la fois, je pense, sur leurs clients, mais aussi sur les gens qui ont la chance de travailler dans ces maisons. Moi, je suis une communicante et donc forcément, l'imaginaire qui existe autour des marques de luxe est tel que c'est un peu le rêve pour raconter des histoires. Et évidemment pour venir toujours nourrir un imaginaire. En plus, souvent, ce sont des maisons qui ont été créées par des designers, par des artistes, donc des gens qui sont très inspirants, qui ont vraiment une vision, qui ont essayé d'apporter quelque chose de nouveau. Et donc, c'était vraiment une chance, bien sûr, mais après aussi un souhait de rester dans ce type d'univers. Très bien. Donc plutôt des rencontres. Ce que j'entends par là, c'est des rencontres aussi avec des gens qui
qui incarne les maisons dans lesquelles tu as pu travailler. Oui, des rencontres. Alors, c'est vrai que j'ai eu plusieurs patrons très emblématiques, notamment quand j'étais chez Parfums Christian Dior, donc Claude Martinez, qui était arrivé et qui a vraiment révolutionné les parfums Christian Dior à l'époque, en apportant beaucoup plus d'ADN de marque. Voilà, enfin, il a vraiment essayé de booster la marque et son potentiel à son maximum. Après, quand j'ai travaillé chez Make Up Forever, mon PDG, c'était Nicolas Cordier, qui est probablement un des patrons les plus charismatiques que j'ai pu avoir, et qui avait vraiment cette capacité. Enfin, il faut se rappeler, Make Up Forever, à l'époque, c'était tout petit, et il a eu cette capacité vraiment d'embarquer les équipes, de les motiver, et c'était assez excitant. Donc, effectivement, des rencontres. Et puis, donc, Jimmy Choo, tu en parlais. Là, j'ai suivi Pierre Denis, que je connaissais d'ailleurs de Dior et de John Galliano, et qui m'a fait venir à Londres. Donc c'est vrai que voilà, c'est souvent des rencontres, et puis des relations aussi qui se créent au fur et à mesure. Très bien. Donc aujourd'hui, tu es chez Longchamp, maison française, luxe. Comment on fait du marketing chez Longchamp? Est-ce que c'est comme dans les grandes sociétés mondialisées, ou est-ce que c'est à la française? Donc aujourd'hui, il faut rappeler quand même ton rôle, que tu es directrice, donc CMO de chez Longchamp, donc directrice du marketing et de la communication monde. Peux-tu nous expliquer comment on fait du marketing chez Longchamp? Voilà, des choses qui peuvent nous intéresser et nous faire comprendre un tout petit peu ton métier à travers cette maison. Alors chez Longchamp, effectivement, c'est une société qui est très unique. Comme tu le rappelais, c'est une société qui est familiale. Et ça, je pense que c'est vraiment un point hyper important à garder à l'esprit. C'est une des dernières grandes marques françaises qui est complètement encore détenue à 100% par une famille, la famille Casgrain, depuis maintenant un petit peu plus de 70 ans. Donc déjà en soi, c'est vraiment une force, et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'espère que j'y contribue maintenant depuis bientôt 6 ans. Donc chez Longchamp, en fait, ce qui est très important, tu le rappelais, c'est une marque française. On est très attaché à nos racines françaises et à nos racines parisiennes, cette fameuse parisienne qui fait rêver la terre entière. Et pour nous, c'est donc justement un vrai point de se dire comment est-ce qu'on peut transmettre cet esprit, cet ADN français de par le monde. Longchamp, c'est une marque en réalité très internationale, qui très vite, dès les années 60, voire même un petit peu la fin des années 50, a commencé à s'exporter au Japon, aux États-Unis, bien avant plein de grandes maisons. Donc toujours très tourné vers l'international, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on avait une grande présence, qu'on a toujours une grande présence dans les aéroports, dans le travel retail. On est une marque du voyage, on est une marque du mouvement, mais on est aussi beaucoup une marque de l'authenticité. Et c'est aujourd'hui, plus que jamais, je crois que faire des produits authentiques, faire des produits de très bonne facture, auxquels on apporte du soin, de l'attention, des produits qui vont durer, des produits qu'on va entretenir, des produits qu'on va réparer, c'est un petit peu tout ça qu'on essaye de raconter dans notre histoire de marque, qui tourne vraiment autour d'une certaine vision de l'art de vivre à la française. Et très certainement d'une certaine sincérité aussi dans tout ce qu'on fait, avec des vraies relations, que ce soit avec nos partenaires, avec nos clients, ou bien même avec l'ensemble des collaborateurs de la maison. C'est vrai qu'ayant collaboré pour la maison, c'est une marque unique, un marketing unique, j'ai trouvé en tout cas, et français, mais en même temps très international, parce qu'on n'a pas... Enfin, je ne sais pas si les auditeurs auront la chance de mesurer l'importance de Longchamp à l'étranger. C'est quand même une marque établie de luxe. Et j'avais quelques histoires sur le pliage dans les universités américaines, qui était un grand succès apparemment, hein, tu pourras me confirmer. Tout à fait, mais ça continue toujours. Donc dans les universités américaines, d'avoir son petit sac pliage Longchamp, c'est toujours un must apparemment. Oui. Donc ça, c'est plutôt unique, je trouve, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le marketing d'aujourd'hui, c'est d'avoir cette spécificité franco-parisienne et aujourd'hui de pouvoir s'exporter. Absolument. Et tu évoquais donc ce fameux sac pliage. Je n'en avais pas encore parlé, mais bien sûr, ce sac pliage, c'est l'emblème de Longchamp. Et c'est une grande chance, évidemment, pour une marque d'avoir un produit aussi
institutionnel, aussi propriétaire, aussi reconnaissable. Le pliage, c'est tout le succès de la marque. Ça porte aussi des valeurs hyper positives, comme le côté universel, l'inclusion. En fait, on vend des pliages à des clients qui vont de 7 à 77 ans. Et ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être vraiment des gens qui vont travailler, des gens qui vont au sport, des gens tout simplement qui ont aussi envie d'avoir une petite touche élégante française au poignet. Et donc ça rend le marketing et le storytelling de cette marque vraiment unique. Donc Longchamp aujourd'hui, c'est pas que des sacs, pas que du pliage. Peux-tu nous expliquer un peu la gamme et l'orientation que prend la marque par rapport à la mode et par rapport à la bagagerie, historiquement, pour la marque? Alors, l'idée, bien sûr, c'est de rendre la marque plus, si je puis dire, lifestyle, en rajoutant des catégories de produits. C'est vrai que vendre des sacs, de toute façon, ça reste notre cœur de métier et c'est le plus gros de notre business. Maintenant, travailler sur une silhouette féminine, rajouter justement des vêtements, des lunettes, ça va tout d'un coup incarner beaucoup plus l'image qu'on peut se faire de cette femme Longchamp. Et c'est ça qui est très important, tout en gardant bien sûr l'ADN de la marque. Et les vêtements, ce sont des vêtements dans lesquels on doit se sentir à l'aise, se sentir confortable. On n'est pas des vêtements de tapis rouge, évidemment. On va pas aller habiller les Oscars. En revanche, on habille les gens qui voyagent, on habille les gens qui ont une vie multi-active avec beaucoup de facettes différentes. Et c'est ça qu'on vient raconter. Un autre élément très important du prêt-à-porter, c'est bien sûr le cuir, qui est la matière noble par excellence chez Longchamp, puisque au départ, je le rappelle, Longchamp fabriquait des articles pour fumeurs, et notamment des pipes. Et donc, ce sont ces fameuses pipes qui ont été rendues complètement uniques, tout simplement en les gainant de cuir et en faisant des objets assez précieux. Donc, c'est vrai que le cuir reste vraiment la matière noble chez Longchamp. Et donc, on va retrouver beaucoup de cuir aussi dans les vêtements, dans les manteaux, dans tout le prêt-à-porter. D'accord. J'avais eu la chance de visiter les ateliers à Segré, qui sont le temple de la personnalisation, en tout cas au niveau des sacs à main. C'est aussi des choses qui sont importantes, j'imagine, pour la maison, de garder quand même un pied dans l'artisanat français et de faire les choses aussi à la main. C'est clé. C'est-à-dire que vraiment, nous chérissons nos ateliers qui sont dans la vallée de la Loire. On a encore plus de 1000 personnes en fait qui travaillent dans différents ateliers du côté de Angers. Et pour nous, cette transmission du savoir-faire, en fait, ça fait vraiment partie des valeurs de Longchamp, autour de la pérennité, de la durabilité aussi. Et en fait, quand on a vraiment une très bonne facture, quand on maîtrise complètement la verticalité de notre fabrication, on peut avoir des produits justement qui vont durer dans le temps et qui ont une âme, tout simplement. Très bien. Donc marketing Longchamp. Comment ça se passe aujourd'hui? Tout est centralisé à Paris? Vous avez des régions indépendantes? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on fait le marketing chez Longchamp? Alors, comme je le disais, donc Longchamp est une marque très internationale. Oui. Donc, en fait, on a des équipes partout dans le monde. D'accord. Et donc, moi, je gère, on va dire, une vingtaine de personnes au siège, mais aussi quasiment la même chose, 20-25 personnes dans les marchés. Donc, les marchés les plus importants. Alors, le plus gros marché reste la France, dans lequel on a quand même une notoriété énorme et beaucoup de visibilité. Maintenant, sur les autres marchés à l'étranger, c'est un petit peu moins, mais justement, on y travaille. Donc, les grands marchés pour Longchamp, ça va être les États-Unis, ça va être la Chine, bien sûr, le Japon, mais aussi l'Allemagne et l'Angleterre. Donc, évidemment, donc dans tous ces marchés, on a des équipes. Alors, la création produit, évidemment, elle est très centralisée. En revanche, on va vraiment être attentif à la façon dont on va expliquer la marque dans les différents marchés.
C'est vrai qu'on va travailler en centrale un message de marque pour lancer un produit, pour lancer une campagne, mais on va vraiment aussi travailler de concert avec nos équipes en local. Donc là, je pense par exemple à la Chine, qui est un des pays majeurs pour Longchamp et qui nécessite vraiment de la dentelle pour vraiment exécuter les plans en local, parce que on n'est pas sur les mêmes médias, on n'est pas sur les mêmes réseaux sociaux, la perception des clients chinois n'est pas du tout la même. Donc en fait, il faut vraiment accompagner, expliquer, et pour cela, on a vraiment besoin des équipes en local. Très bien. Le Moyen-Orient, c'est pas un sujet pour vous, ou c'est parce qu'on entend beaucoup parler de Dubaï, toutes ces régions qui sont en train de se développer quand même, enfin qui sont très développées. Mais est-ce que c'est un marché pour vous ? Alors, le Moyen-Orient, en fait, c'est potentiellement un marché intéressant. Néanmoins, c'est vrai que les produits Longchamp, et vraiment, je ne pense pas dire de bêtises en disant cela, mais ce sont des produits qui sont quand même assez, on va dire, assez low profile. Donc nous, on va s'attacher beaucoup à la qualité du cuir, à la qualité de la fabrication. On a un peu d'ornementation, mais on n'est pas une marque avec beaucoup de logos. On n'est pas une marque avec beaucoup de strass. Et c'est vrai que nos amis à Dubaï, qu'on adore, aiment quand même beaucoup les produits un petit peu plus voyants, si je puis dire. Donc là, c'est peut-être à nous de réfléchir aussi avec des équipes locales pour voir quel pourrait être un bon compromis. Mais c'est pour ça, je pense, aujourd'hui, qu'on n'a peut-être pas une résonance aussi importante que sur d'autres marchés. Très clair. Réseaux sociaux, marketing d'influence, quelle est la part ? Est-ce que c'est important pour Longchamp ? Est-ce que c'est stratégique ? Comment vous gérez aussi cette partie-là aujourd'hui ? Et peut-être par marché, c'est différent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu votre, pas stratégie, mais en tout cas votre façon d'appréhender ces réseaux sociaux et les influenceurs ? En l'espace de 5 ans, on a complètement inversé la façon justement d'appréhender les réseaux sociaux et l'influence. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée, il y avait encore des plans médias qui étaient très print. Maintenant, voilà, nos niveaux d'investissement ont complètement basculé vers le digital et aussi ont basculé vers les influenceurs. Donc, les influenceurs, nous, on y croit beaucoup. On pense que Longchamp, c'est une marque qui a quand même besoin aussi d'être expliquée. C'est-à-dire qu'au-delà du look des produits, justement, tout l'ADN parisien, tout l'ADN français, tout l'ADN de fabrication, ce sont des choses qu'on veut expliquer pour faire comprendre que les clients, quand ils ont un sac Longchamp dans les mains, eh bien, il y a toute une histoire derrière. Et donc, on va essayer de travailler en centrale pour donner des guidelines, mais ensuite avec nos marchés pour vraiment trouver les bons influenceurs. Et nous, on va chercher des influenceurs qui ont eux aussi des histoires à raconter. C'est-à-dire que c'est très important de trouver un match entre la marque et les porte-paroles. Donc pour nous, on a des critères évidemment. On essaye de trouver des gens qui sont un peu multifacettes, qui vont avoir des talents cachés, qui vont avoir envie aussi d'exprimer des choses auprès de leur communauté. D'expliquer, ce sont des gens qui voyagent, ce sont des gens qui aiment Paris, ce sont des gens qui ont aussi cet amour des beaux objets. Et donc voilà, on a un cahier des charges qui est quand même assez précis pour travailler avec des influenceurs d'un certain type. Maintenant, on en arrive même aussi à créer de l'expérience pour ces influenceurs. C'est-à-dire que on va les inviter, comme toi tu es venu à Segré, on va les inviter dans nos ateliers pour qu'ils se rendent compte aussi de la façon dont on fait les produits. Et on peut aussi organiser des événements pour eux. Donc il y a 2 ans, en fait, on a lancé un produit que tu as peut-être vu qui s'appelait le filet. Qui a été un gros carton pour Longchamp et qui a fait beaucoup d'émules, puisque maintenant on voit beaucoup de petits filets dans la rue. Et en fait, on a décidé de créer une expérience spécifique pour les influenceurs. On les a invités chez Maison Plisson. Maison Plisson, c'est un peu l'épicerie de luxe où tu vas faire ton marché avec ton joli petit filet Longchamp.
Et ça a créé, en fait, on a organisé donc un brunch chez Maison Plisson. Et on a invité les influenceurs, la presse. Et en fait, ça a vraiment créé un buzz incroyable. Tout le monde a voulu ensuite aller se prendre en photo devant l'étalage de fruits et de légumes avec le petit filet Longchamp. Tout simplement parce qu'en fait, je crois qu'on a fait résonner auprès des influenceurs peut-être une certaine nostalgie de ce filet qu'ils avaient vu chez leur maman ou chez leur grand-mère. Et voilà. Et donc c'est beaucoup aussi autour de créer des expériences, de créer de l'émotion, et pas juste envoyer un produit sans explication. Du coup, comment vous travaillez là-dessus aujourd'hui ? Vous avez des équipes internes qui vont faire ce casting, cette définition de persona, et que vous allez proposer au pays, ou c'est les marchés qui vous remontent les personas ? Alors c'est beaucoup les marchés qui nous remontent parce que en vrai on peut pas savoir qui est l'influenceur coréen du moment. Enfin bon, si, il y en a plein, mais ils sont peut-être un petit peu hors de portée pour nous. Mais voilà, aller chercher vraiment les bons influenceurs, c'est quand même quelque chose de très local. Donc on travaille sur des guidelines, on travaille sur des recommandations d'événements. Et ensuite, on fait confiance, bien sûr, à nos marchés. Alors, eux nous remontent les profils. On a des outils aussi pour un peu évaluer l'engagement, évaluer en fait voilà le potentiel. On voit aussi avec qui les influenceurs ont travaillé auparavant. Et donc, on va valider la proposition de chaque marché. Après, c'est vrai que sur la France notamment, on peut travailler avec des agences. Mais je pense vraiment qu'on a besoin d'avoir aussi une compétence en interne, comme il y a des correspondants de journalistes et de relations presse. Il nous faut aussi des relations influenceurs, parce qu'en fait, le relationnel direct avec l'influenceur est très important. Et on a besoin justement de créer cette proximité que l'influenceur à qui un produit a bien plu, eh ben, il peut nous rappeler, il a des correspondants en interne, et en fait, on peut vraiment travailler la relation sur le long terme. Du coup, ça, c'est plutôt au niveau presse, vous avez une personne qui est en charge des influenceurs. Enfin... c'est bon. En fait, en réalité, les métiers maintenant se mergent beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est souvent les départements presse qui prennent maintenant en plus cette relation avec les influenceurs. Très bien. Du coup, aujourd'hui, les influenceurs sont importants, ce que j'entends. Comment aujourd'hui vous mesurez aussi cette efficacité ? Est-ce que vous avez une mesure héroïste en termes de produits vendus, images, notoriété ? Comment vous monitorez finalement ce levier ? Alors, l'influence, finalement, c'est un élément du mix supplémentaire qu'il faut prendre en considération au même titre que tes vitrines, ta pub, ton affichage. Donc, c'était déjà pas facile de mesurer ces éléments. Enfin, ce qui est clair, c'est que quand on est en campagne, on essaye vraiment d'être en campagne 360. Donc, tous les leviers du mix vont être actionnés pour faire un grand buzz à un moment donné. Maintenant, bien sûr, je te parlais du filet. Le filet, il a été sold out en 3 semaines. Donc, forcément, on se dit, bien sûr, que l'action, l'événement, finalement, tout le buzz qui a été généré par les influenceurs a permis aussi d'atteindre ce type de résultat. Donc, nous, on va regarder plusieurs choses. On va regarder, bien sûr, les ventes, mais on va aussi regarder le taux d'engagement que les influenceurs ont pu avoir en faisant le post en question. On va regarder aussi, nous, l'affluence sur notre site internet et aussi sur nos réseaux sociaux, par exemple sur notre page Instagram. Est-ce qu'il y a des pics d'abonnement à la page lorsqu'on a fait une campagne ? Donc voilà, on a quand même des indicateurs qui permettent de monitorer le succès de telle ou telle campagne. Très bien. Du coup, c'est des activations ponctuelles par rapport sur un lancement de produit, ou bien c'est toute l'année que vous avez un plan organisé ? En vrai, on a un plan très fourni. D'accord. Donc une actualité produit très fournie. Une actualité très fournie, exactement. Donc on est un peu tout le temps en campagne. En campagne, ouais. Bon, tu as raison, on essaye quand même aussi de rationaliser les investissements. Donc c'est très important pour nous d'avoir, on va dire, par exemple sur un marché comme la France, en plus qui a un plus gros budget que les autres marchés, on va avoir 6 temps forts, 4 grosses campagnes, on va dire 6 temps forts, mais il y a quand même ce qu'on va appeler tout le temps un fil rouge. Qui permet de garder quand même
la pression et d'avoir des retombées régulières. Et puis après, il peut toujours aussi se passer quelque chose. Il faut être prêt à être réactif. Par exemple, quand une célébrité va porter un sac, on essaye d'être réactif à ce moment-là et puis d'en parler et puis de créer finalement un petit événement buzz autour. Mais ça, on peut pas savoir quand est-ce que ça va se passer. Est-ce que tu peux me confirmer ou pas que vous avez travaillé avec la plus grande influenceuse à Paris, qui s'appelle Émilie, récemment? Alors, on adore Émilie et on est ravis que Émilie aime le filet Longchamp. Là, je dois rendre hommage à tout le travail justement de fond que font nos équipes sur le terrain, notamment sur la France, qui sont en permanence en relation avec les stylistes, avec les influenceurs, avec tous les gens de la télé, et qui placent et qui montrent et qui expliquent tout à fait régulièrement les produits et la marque Longchamp. Et donc là, on a justement bénéficié d'un coup de cœur d'une styliste. Et alors, jusqu'au dernier moment, tu t'en doutes, on ne sait pas si la scène sera toujours gardée au montage. Donc, j'aime autant te dire qu'il y a 3 semaines, quand la première version est sortie, on était tous à minuit devant nos écrans et on a attendu le 3e épisode pour voir que le filet était bien dans la série, ce qui a été bien sûr une grande fierté et qui montre que voilà, toute cette imaginaire parisien et français qu'on essaye de raconter, il est dans la série la plus française du moment. Pour les auditeurs qui suivent ou pas, Emily in Paris, saison 2, épisode 3. Exactement. Il se passe quelque chose de sympa au niveau du style. Tout à fait. Super. Question à côté de Longchamp, il y a les agences, il y a la Galaxie, c'est des partenaires aujourd'hui qui sont importants, j'imagine. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois cette galaxie d'agences? Est-ce que tu les considères comme des partenaires, comme des fournisseurs ou comme des stratèges? Quelle est votre relation avec ce monde extérieur? Parce que vous internalisez beaucoup de choses. Comment tu vois la galaxie d'agences et qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est clair que on a beaucoup professionnalisé les équipes en interne, que on orchestre beaucoup aussi nous-mêmes en interne les campagnes. Et j'expliquerai pourquoi. Maintenant, les agences restent des partenaires absolument stratégiques. Nous, on travaille avec des agences médias, avec des agences de création, avec des agences de contenu. De toute façon, on ne peut pas vivre en circuit fermé. Et pour moi, ce que j'attends vraiment d'une agence, c'est avant tout qu'elle me rafraîchisse, qu'elle me montre aussi ce qui se fait de mieux sur le marché, qu'elle me donne des idées. Globalement, qu'elle vienne aussi finalement nourrir une vision qui, si on reste derrière son bureau, finit par être un peu tout le temps la même aussi. Donc, les agences, pour moi, sont vraiment clés dans le fait de grandir et de continuer à faire des campagnes intéressantes et efficaces. Maintenant, ce qui se passe dans les agences, c'est qu'on a de plus en plus d'experts. Et quand on regarde le monde du digital, donc nous on travaille avec Publicis, donc je salue toutes nos équipes Publicis. On est face à 10 experts, mais 10 experts. Donc il y a le programmatique, il y a l'affichage, il y a le display, il y a le search, il y a l'affiliation, etc., etc. Et donc, on a besoin de ce niveau d'expertise. Et même nous, en interne, on a aussi expertisé sur cette fonction média. Mais on a aussi besoin d'avoir vraiment de la coordination stratégique. C'est-à-dire que tous ces leviers, il faut qu'ils soient actionnés pour vraiment un objectif et qu'ils s'intègrent dans une stratégie. Parce que si on va trop à l'expertise, à la fin, en fait, on n'a plus la vision globale. Donc ça, moi, je pense que c'est mon rôle. C'est bien sûr de garder cette vision globale, de nourrir aussi les agences avec les messages qu'on veut faire passer. Et nous, on se retrouve plus en fait à orchestrer en interne toute l'expertise et toutes les recommandations que vont nous faire les agences. Donc ça, c'est vraiment un point. Je pense que la stratégie... Alors, on peut avoir aussi du conseil stratégique et heureusement, on en a. Mais au final, vraiment, la stratégie, elle doit être au sein de la marque. Elle doit vraiment être faite par les équipes internes. Et on doit aller puiser justement toutes les ressources et toute l'expertise que nous, on n'a pas
auprès des agences. Très clair. Aujourd'hui, on parle beaucoup de live shopping, même dans le luxe, mode qui nous vient de Chine, hein, pour ne pas la nommer, mais en ce moment, en tout cas, c'est une autre façon de faire du live shopping, mais c'est des choses qui vous intéressent, vous avez déjà fait peut-être, et où vous voudrez franciser en maison de luxe française. Peut-être que c'est des choses qui vous intéressent ou c'est pas encore d'actualité? Moi, je trouve ça fascinant. J'ai beaucoup d'admiration pour toutes les maisons justement qui se sont mises au live shopping. Enfin, pour moi, il y a 2 types de live shopping. Il y a le live shopping un peu style télé-shopping, et on pourra y revenir. Mais il y a aussi le live shopping qui a été fait pour avoir discuté avec plusieurs maisons de joaillerie de la place Vendôme, qui a été fait de manière absolument incroyable. C'est-à-dire que donc les clients de Dubaï, par exemple, ne pouvaient plus venir à Paris. Et bien, donc c'était les vendeurs des maisons de joaillerie de la place Vendôme qui appelaient en live leurs clientes, qui leur faisaient des démonstrations et qui leur vendaient quand même à distance des bijoux. Moi, je trouve ça incroyable parce que là, c'est vraiment pousser la digitalisation à son extrême et en même temps la personnalisation, parce que finalement, on a quand même toujours un vendeur dédié qui est là. Il m'expliquait qu'en gros, ils étaient 3. Il y avait celui qui présentait, celui qui filmait et celui qui allait chercher. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait même en fait 3 personnes pour cette cliente au bout du monde, mais qui vivait son expérience Place Vendôme un peu comme si elle y était. Donc moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et je pense que c'est certainement l'avenir. Dans un monde où on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas là la planète s'est à la fois rétrécie et puis en même temps les distances se sont rallongées. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut explorer. En tout cas en CRM, ça me paraît quelque chose de très important. Après, il y a la notion de live shopping, un peu télé-shopping. Donc nous, on a vécu ça avec nos amis chinois. Et donc déjà, même avant le Covid, de toute façon, on avait détecté cette tendance très forte des influenceurs chinois qui se transforment en fait finalement en vendeurs. Et donc nous, on a eu ça dans une de nos boutiques à Shanghai avec un influenceur très connu qui s'appelle Mr Bags, qui avait réuni sa communauté dans la boutique. Donc c'était pas à distance et voilà, il leur avait fait vraiment la vente. Donc là, il a privatisé la boutique. Et il a fait son showrooming en live sur sa communauté. Exactement. Moi, j'y crois beaucoup aussi. La seule chose, c'est que pour une marque de luxe, il faut que l'exécution, elle soit parfaite. Et ça, c'est pas encore, je pense, le cas pour beaucoup de marques. C'est pour ça que d'ailleurs, les marques de luxe, n'y vont pas toutes. Parce qu'en fait, il y a besoin d'un décor, il y a besoin de tout un contexte, en fait. Il faut que ça soit superbement bien filmé, il faut pas que ça cafouille, il faut que ça soit super fluide. Donc, il y a besoin de beaucoup former, je pense. Enfin, donc les influenceurs sont plutôt des gens qui sont à l'aise, mais il faut animer, il faut... Et donc ça, je pense que pour arriver à un niveau de qualité du live shopping, en tout cas pour les maisons de luxe, c'est des choses à travailler avec des vrais designers, des set designers pour faire rentrer peut-être dans l'appartement Longchamp et proposer une expérience vraiment qualitative où on a l'impression d'être sur place et où tout est très très fluide. Très bien. Aujourd'hui, le marketing digital prend de l'importance. Est-ce que post-Covid, c'est des choses qui vous ont fait accélérer sur le digital, sur l'e-commerce ou sur des choses proches, en tout cas de la digitalisation globale de la marque? Est-ce que c'est des choses que vous travaillez beaucoup? Oui, complètement. Donc le Covid, évidemment, a été un électrochoc. On était déjà présent sur le digital avant le Covid, mais forcément, ça nous a complètement obligés à nous réinventer, à réinventer aussi... en fait, ça a été très loin pour nous, puisqu'en fait, on s'est reposé énormément de questions au niveau de la promesse de la marque, au niveau de l'ADN, tout simplement. On a retravaillé la plateforme de marque, on a retravaillé l'expérience client dans les boutiques et on retravaille actuellement aussi l'expérience online avec le fait de toujours garder en tête quel est le parcours du client, quelle est la promesse que Longchamp veut faire à son client et au final, quelle va être l'expérience, en fait, tout simplement. Très bien. Comment tu te vois évoluer dans la maison Longchamp, dans le groupe? Est-ce que le digital va vraiment prendre le pas sur le marketing traditionnel? Comment tu sens ton avenir de marketeuse? Comment il va évoluer dans les métiers?
Alors, c'est vrai qu'il a déjà beaucoup évolué et puis qu'il continue énormément à évoluer. Moi, je crois quand même beaucoup au pouvoir de l'humain. Donc, le 100% digital, non. Comme d'ailleurs, je pourrais te dire le 100% télétravail, non. Voilà, je pense que c'est important de revenir au bureau, d'avoir du présentiel, d'avoir des réunions. Et c'est donc important aussi de faire de l'événementiel, de faire de l'expérience. Bien sûr, enfin là, je te disais, on peut faire des expériences digitales géniales, mais ça ne sera jamais pareil que d'être l'un en face de l'autre et d'échanger et d'avoir des moments aussi informels. Donc, bien sûr que là, tous nos investissements passent beaucoup sur le digital et c'est normal. Mais je crois encore que l'affichage est très important. C'est être aussi dans la vie des gens quand ils se promènent dans la rue, voilà. Et puis on peut faire des choses très spectaculaires et très belles et très qualitatives en digital. Les grandes marques de luxe le savent bien et font des affiches absolument extraordinaires. Et puis après, voilà, moi je crois à l'événementiel. Donc évidemment, je croise les doigts pour qu'on puisse tous bientôt à nouveau se réunir, mais on le fait déjà, donc c'est plutôt une bonne chose. Là, je te dévoile quelque chose qu'on va avoir bientôt au mois de février. En fait, on a une nouvelle collection qui sort, qui va être autour de la thématique de la Provence. Donc voilà, enfin un sujet vraiment inspirant, très français, qui parle à tout le monde sur la planète. Eh bien, on va organiser avec nos influenceurs partout dans le monde des apéritifs provençaux, des parties de pétanque. Pour justement vivre ensemble des moments de joie, d'émotion et des vraies expériences. Donc oui, bien sûr, ça va continuer à s'expertiser. On va continuer à faire de la dentelle avec des campagnes ultra ciblées, avec du search, du Google Ads Shopping, etc. dans tous les sens. Mais aussi, en même temps, il faut nourrir la marque par de vrais contacts humains. Très clair. Je partage 100% ce que tu dis, donc c'est parfait. Une autre question, mais est-ce que tu as eu des mentors en marketing? Est-ce que tu as eu des gens comme ça qui t'ont donné la voie ou t'ont orienté professionnellement ou qui continuent aujourd'hui à t'inspirer? Alors, je dirais mon premier mentor professionnel, c'était à l'époque où j'étais chez Mercedes. Et en fait, on travaillait avec Sales Machine. Donc, chez Mercedes, je m'occupais du CRM. Donc oui, je vois que ça te fait sourire parce que Sales Machine, on se dit tous, ah mais oui, c'est vrai, c'était il y a 30 ans. Et en fait, le patron de Sales Machine à l'époque, Pierre de Pertuis, m'a vraiment donné envie de faire du CRM, et surtout, il m'a toujours dit, à la fin, c'est le client qui compte. Et c'est vrai que c'est un motto que je me garde tout le temps, en permanence. C'est-à-dire que même, tu vois, à un moment donné, quand dans une réunion un peu fumeuse où ça commence à partir dans tous les sens, tu poses la question qui tue, mais c'est quoi le bénéfice pour le client? Et là, en fait, curieusement, c'est le mot magique. Tout le monde se recentre. Et voilà. Donc Pierre, vraiment, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Après, on s'est un peu perdu de vue, mais en tout cas, ça a été vraiment quelqu'un d'important pour moi. Et bon, là, je dirais, tu dois le connaître aussi, mais mon ami Eric Brionne, alias Dark Planner, que je connais depuis maintenant plus de 15 ans, m'inspire aussi beaucoup au quotidien. J'adore ce qu'il a fait avec son école, la Paris School of Luxury. Je trouve que c'est juste génial d'être marketeur et d'avoir en fait une école de millennials à ta disposition pour tester des concepts et pour justement créer plus de liens avec les marques. Donc ça, ce sont des gens vraiment qui m'ont beaucoup apporté. Après, bon, je pense quand même que le génie ultime de la disruption, de l'innovation, de la créativité, c'était Steve Jobs. Mais bon, malheureusement, je ne l'ai pas connu. Et on l'a pas remplacé. Et il n'a pas été remplacé. Où tu te vois dans 10 ans, si aujourd'hui, voilà, on se dit, c'est quoi la prochaine décennie pour Marie-Laure? Luxe, pas luxe, start-up, pas start-up, expérience client, comment tu t'imagines ou le monde de demain? C'est très drôle cette question parce qu'en fait, je pense qu'à n'importe quel âge, elle est un peu angoissante. Comment est-ce qu'on se voit dans 10 ans? C'est vrai que bon, moi je considère que j'ai été très chanceuse d'avoir toutes ces expériences. Bien sûr, j'espère que ce n'est pas fini, que ça va continuer. Mais c'est vrai que je me vois bien aussi partager cette expérience, donner des cours, peut-être donner aussi un petit peu plus de temps à des jeunes.
continuer à apprendre aussi, parce que voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental de nos jours, où tout change du jour au lendemain. Je parlais de l'adaptation au début, mais c'est vraiment ça. Après, luxe ou pas luxe, j'ai envie de dire, c'est plus en fait... c'est histoire ou pas histoire, storytelling ou pas storytelling, c'est-à-dire que voilà, moi il y a plein de marques qui ne sont pas des marques de luxe, mais que je trouve absolument passionnantes. Et donc moi je dirais que tant qu'il y a de l'histoire, qu'il y a de la passion, qu'il y a de la création, ça m'intéresse. Et puis oui, peut-être une aventure entrepreneuriale. Après, il faudrait que je la trouve. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne envie aussi, à un moment donné, pour vraiment donner du sens à ce qu'on fait, même si franchement aujourd'hui je trouve beaucoup de sens dans la société où je suis. Mais ça peut être intéressant de vraiment se mouiller jusqu'au cou, comme toi tu le fais avec ton agence. Et donc un petit rêve entrepreneurial, oui, pourquoi pas. Super. On n'a pas parlé, mais c'est quoi ton réseau social préféré ? T'es plutôt TikTok, Instagram, LinkedIn, je crois pas, enfin peut-être. Twitter, alors, mais non plus. Mon petit péché mignon, parce que donc je suis sur tous ceux que tu as évoqués. Tu es sur Twitch, en fait. Non. Mon petit péché mignon, tu vas rire, mais c'est Facebook. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Facebook, d'abord, c'était mon premier réseau social. Donc celui-là, on l'oublie pas. Le premier, on l'oublie pas. On ne l'oublie pas. C'est aussi finalement le réseau. Je t'ai dit que j'ai fait mes études aux États-Unis, que je suis partie très tôt. Après, je suis aussi allée en Allemagne. Enfin, c'est vrai que j'ai eu des études où j'ai changé presque tous les ans. Et en fait, Facebook, ça m'a permis de retrouver toutes ces personnes, parce que bon, il faut quand même se dire que avant, quand on se quittait, c'était quand même pas toujours si facile de se retrouver. Et en fait, Facebook, ça a vraiment été pour moi le catalyseur pour renouer avec tous les gens que j'avais connus dans mes études. Et ça, vraiment, c'est clé. Enfin, moi, ça a été extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est un peu le réseau social sur lequel, en fait, finalement, je n'ai que 500 personnes, mais ce sont vraiment les 500 meilleures personnes de ma vie. Donc voilà, ce sont des gens que j'aime, dont j'ai envie d'avoir des nouvelles. Et donc en fait, c'est toujours un plaisir d'aller sur Facebook. Maintenant, j'aime beaucoup Instagram, j'aime beaucoup LinkedIn. Et je suis un petit peu moins fan de Twitter, mais bon, voilà, on verra dans le futur. On retient Facebook. On retient donc Facebook n'est pas mort, déjà, c'est une bonne nouvelle, parce que Marie-Laure y est avec ses 500 amis, donc ça c'est chouette. Et on n'oublie pas ses premiers amours sociaux, réseaux sociaux. Donc Facebook, c'est vrai que c'est le réseau historique. Le réseau de cœur. Le réseau de cœur, celui qui avait du sens, en tout cas par rapport aux autres. Après, tout le monde a son sens et sa fonctionnalité, mais en tout cas, c'est l'historique, quoi. C'est vrai. Pour conclure cet entretien, quelques questions un peu rituelles autour du livre. Du coup, un livre que tu emmènerais sur une île déserte, si tu as un conseil à nous. Voilà, le livre qu'il faut absolument avoir lu ou avoir dans sa bibliothèque. Alors, c'est un peu un fantasme, cette notion d'avoir enfin du temps pour soi sur une île déserte. Pourtant, on aurait pu se dire qu'avec le confinement, on a eu plein de temps. En fait, non, pas du tout. Donc, le fantasme de l'île déserte est bien toujours là. Alors, écoute, je crois que j'en profiterai pour m'attaquer à un monument que je n'ai jamais eu le temps, ou plutôt le courage de lire, qui serait À la recherche du temps perdu. Pourquoi ? En fait, je pense qu'à l'heure du zapping permanent, de l'ultra-connexion, du narcissisme exacerbé sur les réseaux sociaux, la lecture de Proust invite à la patience et à l'oubli de soi. C'est un peu comme un voyage vers l'inconnu, mais sans GPS, qui permet de se perdre dans ses réflexions, un peu comme on aime se perdre dans une ville que j'adore, qui est Venise. Super, donc le temps. Finalement, c'est ce qu'on n'achète pas, c'est ce qu'on n'économise pas ou peu. Donc c'est très clair. Après, en plus cet épisode covidien, je dirais que on a tous un peu eu du temps et on a tous réfléchi, donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Marie-Laure, sur les prochains mois, journées, années ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour avancer dans ton chemin ? C'est surtout de garder de l'enthousiasme et de l'optimisme en toutes circonstances, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des ascenseurs émotionnels où ça monte très haut, mais ça descend très très bas aussi. Et puis voilà, l'envie d'aller vers les autres. Et voilà, je pense que toutes les rencontres qu'on fait en vrai sont utiles. On en retire vraiment toujours quelque chose. Et continuer à apprendre, à rester curieuse. Je crois qu'il faut vraiment se forcer. C'est tellement plus simple maintenant de rester dans son salon derrière son écran, mais non, il faut sortir
et aller rencontrer du monde. C'est très important. Marie-Laure, merci beaucoup. Il y a autre chose que tu voudrais rajouter? Non, merci à toi. Écoute, Cyril, je voulais te dire que j'étais absolument ravie de cet entretien. Je suis ravie de te voir en pleine forme. Et vraiment, j'espère qu'on aura l'occasion de faire de nombreux échanges dans le futur. Avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup à toi et à très vite. Et merci à tous. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.